parler, effectivement, vous partagez un retour d'expérience terrain. Donc, de mon côté, je m'appelle Étienne Capgras, je travaille pour le cabinet de conseil Wavestone, et notamment sur les problématiques liées à la loi de programmation militaire. Je ne vais pas vous redire ce qui a déjà été dit, et notamment sur ce qu'est effectivement la loi de programmation militaire et finalement les thématiques qu'elle aborde, juste en synthèse, et puis pour se positionner plutôt du point de vue d'un OIV par exemple. Finalement, on est bien sur une vingtaine de règles qu'il faut respecter. C'est un rappel au final des bonnes pratiques de sécurité. Ce qui est important à noter du point de vue d'un OIV, c'est qu'effectivement, ça se concentre uniquement, à minima en tout cas, sur les SI d'importance vitale, dont ceux qui, effectivement, dont le dysfonctionnement pourrait avoir un impact sérieux sur la survie de la nation. Globalement, ce qu'on constate déjà, pour partager quelques chiffres, c'est sur les OIV qu'on a accompagnés, on est globalement sur à peu près 3%, les SIV, les SI d'importance vitale représentent environ 3% de l'intégralité des SI de l'entreprise. Une des premières actions qui ont été menées par les opérateurs d'importance vitale, quand les premières versions des arrêtés sectoriels ont été publiées, et même un petit peu avant, ça a été finalement effectivement le défrichage de toutes ces règles et puis effectivement l'identification des SI d'importance vitale. Qu'est-ce que c'est un SI d'importance vitale ? Est-ce que si c'est vital pour moi, c'est forcément vital pour la nation ? Où est-ce qu'on place le curseur ? Donc, premier point intéressant à prendre en compte. Et finalement, quand on regarde les différentes mesures de sécurité à appliquer, je ne vais pas vous les répéter, mais on voit qu'il y a certaines mesures qui s'appliquent spécifiquement à chaque SI d'importance vitale, et puis d'autres qui vont être plus transverses, qu'on va pouvoir mutualiser entre les SI d'importance vitale. C'est vrai, clairement, pour tout ce qui est lié à la gouvernance, on va poser un cadre transverse qui vient préciser le mode de fonctionnement vis-à-vis de la loi de programmation militaire et des SI d'importance vitale. C'est également vrai, selon les spécificités, pour les mécanismes, par exemple, de détection, notamment. Et bien d'autres. La question se pose sur les SI d'administration aussi, par exemple. Est-ce que je vais en profiter, moi, en tant qu'OIV, pour faire un unique SI d'administration qui va me permettre d'administrer tous mes SI d'importance vitale, voire potentiellement tout mon système d'information, autant en profiter, quitte à être obligé de le faire. Et donc ça, c'est des questions qui vont être affinées en fonction de chaque contexte. C'est pas forcément évident de franchir la marche de suite à l'intégralité du système d'information. Ce que je voulais dire ici, du coup, c'est que dès le début, il faut jauger ce qu'on va poser de manière transverse qui va bénéficier à l'ensemble du SI ou à l'ensemble des SIV et ce qu'on va devoir traiter de manière spécifique à chaque SIV. En parallèle, effectivement, ces 20 règles sont l'occasion de mettre en avant, via l'obligation d'y recourir, les labels rédigés par l'ANSSI, donc sur l'audit, prestataire d'audit de la sécurité des systèmes d'information. Il va être obligatoire d'y recourir via les contrôles évoqués tout à l'heure par l'ANSSI et également via les audits de sécurité, les audits d'homologation dans le cadre des homologations de chaque système d'importance vitale. PDIS pour la détection des incidents de sécurité et PRIS pour la réponse à incident. Le retour que je vais vous faire aujourd'hui, il s'appuie sur un échantillon, évidemment. On a environ 200-250 OIV en France. La liste est confidentielle défense, donc on a tout anonymisé. Parmi les OIV, les tailles sont très variées. Il y a notamment des grands comptes. Je vais me concentrer ici sur les grands comptes. C'est en tout cas l'échantillon que nous, on est parvenu à capter. Donc globalement, tout ce que je vais vous dire ici, ça se concentre sur des OIV grands comptes, donc à prendre en considération dans les montants que je vais partager aussi. Évidemment, ce ne sera pas du tout les mêmes pour des OIV de plus petite taille. Ce qui est intéressant à noter, c'est que même si on couvre globalement 17 OIV dans notre échantillon, finalement, ça correspond à 35 donneurs d'ordre. Pourquoi ? Parce qu'un OIV peut être organisé en plusieurs entités et finalement on peut avoir un même OIV qui va vouloir décider d'adresser la loi de programmation militaire, sa mise en conformité à la loi de programmation militaire de manière différente d'une entité à l'autre, quitte à consolider après coup.
Et finalement, pour le moment, il y a 8 secteurs d'activité qui sont couverts sur les 12 évoqués tout à l'heure. Là, on va savoir parler de 7 parmi ces 8. Ce qu'on constate déjà, c'est une organisation. Quand on aborde la loi de programmation militaire, il y a clairement une organisation sous forme d'un programme de mise en conformité LPM dédié. Ces programmes-là, globalement, ils prévoient d'exister sur 3 à 4 ans. Et c'est piloté systématiquement par les équipes de sécurité, donc les RSSI. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont la relation notamment avec l'ANSSI, et c'est effectivement l'ANSSI qui a porté ces arrêtés sectoriels. Donc première information. Ensuite, ce qui est important de noter, c'est le nombre d'interlocuteurs et d'acteurs qui sont mobilisés au sein de chaque OIV. Donc je parle bien de grands comptes, donc quand je dis une centaine, évidemment, je parle des OIV grands comptes. Pourquoi ? C'est du pénal, donc le dirigeant est forcément intéressé, ne serait-ce que vis-à-vis de l'amende que potentiellement il sera amené à payer ou pas plus tard. Donc on a les dirigeants. Ensuite, il y a les responsables de la filière sûreté. Pourquoi ? On parlait tout à l'heure du dispositif SAIV, donc de sécurité des activités d'importance vitale. C'est historiquement porté par la filière sûreté, puisque c'était orienté sécurité physique, comme ça a été dit tout à l'heure. On a également évidemment les RSSI comme je l'ai évoqué, et puis on est dans une logique réglementaire. Donc forcément les équipes conformité vont être mises dans la boucle assez rapidement. On a les métiers. Pourquoi ? Puisque finalement on se pose la question de l'impact d'un dysfonctionnement ou d'une attaque sur un SI. Donc finalement c'est quel est l'impact métier. Donc il faut aller parler avec les métiers pour voir si on a des procédures dégradées, si l'impact est réel ou si on le surestime ou si on le sous-estime. Donc il faut aller voir tous ces métiers-là. Beaucoup de chantiers à mener sur le SI, évidemment, une fois qu'on commence à se mettre en conformité, donc il faut aller voir la DSI. On parlait des sous-traitants, donc il faut mettre les achats dans la boucle pour voir concrètement quelle clause de sécurité on va rajouter à celle qu'on mettait déjà. Et puis, vu que c'est une réglementation pénale, est-ce que ça nous donne des nouveaux leviers par rapport à ceux qui étaient à notre disposition avant ? Et puis, enfin, les filières industrielles et automaticiens qui ont leur spécificité en mode de fonctionnement et du coup qu'il va falloir savoir adresser. Donc une centaine d'acteurs. Pour autant, en termes d'équivalent temps plein, ce qu'on constate, c'est plutôt une quinzaine, vingtaine de TP qui sont répartis principalement du coup sur les équipes sécurité et les autres équipes IT. La proportion, finalement, c'est management de programme. On va avoir une équipe cœur de 1 à 3 personnes en fonction de la complexité des sujets sur les 15% qui sont évoqués là. Et sur les équipes IT, finalement, on a environ 35% de la charge, mais elle se dilue sur un nombre beaucoup plus important d'acteurs. Donc plus on est en haut, on va dire, donc sur la partie management du programme et équipe sécurité, plus c'est des personnes qui vont être sollicitées à temps plein sur le sujet de la LPM. Plus on va être dans les métiers, ça va être juste quelques entretiens, donc c'est l'histoire de quelques demi-journées pour chacun. Et pour les équipes IT, ça va dépendre des programmes, mais c'est plutôt intégré dans leur chantier déjà en cours. Voilà pour cette première analyse sur ces aspects-là. Ensuite, ce qui est important de noter, du coup, c'est par rapport à ces sujets-là, ils sont d'une complexité plus ou moins grande, et finalement, on avait une maturité pré-LPM plus ou moins installée sur chacun d'entre eux. Donc, de manière très qualitative, ce qu'on peut remarquer pour autant, ce qu'on constate, c'est deux grands extrêmes, on va dire. C'est toute la partie quick win, donc les chantiers sur lesquels on ne va pas beaucoup se poser de questions de cadrage, parce qu'on sait déjà qu'une procédure, qu'une politique de sécurité système d'information, elle doit ressembler à ça. On va juste la mettre à jour pour qu'on parle de SI d'importance vitale à l'intérieur, et puis quelques processus d'obligation de notification ou autre, mais pas beaucoup plus. Sur la veille SSI aussi, les gens en font déjà depuis un petit moment, donc ils vont peut-être faire ajuster leur processus, mais c'est pas grand-chose non plus. Sur la gestion de crise, elle est en 2 temps. Il y a celle qui était évoquée tout à l'heure, où effectivement il faut anticiper pour chaque système d'importance vitale comment techniquement on va déclencher les mesures de crise sur demande du Premier ministre, mais sur le principe en tant que tel, il est aussi simple à acter, et ça ne fait pas l'objet de beaucoup de débats. C'est également vrai de la sensibilisation et dans une certaine mesure des traitements des incidents de sécurité, même s'il y a beaucoup de détails à mettre en œuvre. Et sur ce point-là, on sait globalement dans quelle direction il faut aller, mais le chemin, en fonction du contexte, peut être plus ou moins long et compliqué à définir. A l'inverse, les points durs qui, nous en tout cas, nous occupent en ce moment sur l'échantillon que je viens de vous évoquer, c'est tout ce qui est lié à la détection.
En fait, on fait clairement référence au référentiel PDIS, très bien. Par contre, ce qu'il y a, c'est que la liste des prestataires PDIS n'est pas encore publiée. Donc en fait, il va y avoir beaucoup de questions sur les modalités de sourcing. Vu que la liste n'est pas encore publiée, on ne sait pas encore quel va être leur positionnement en termes de pricing et de facturation. Et du coup, est-ce que finalement, ça vaut plus le coup d'essayer de devenir PDIS soi-même en tant qu'OIV pour être son propre prestataire de détection, ou est-ce qu'on peut considérer le sujet clos et se dire finalement, je vais juste faire un appel d'offres quand la liste sera là et je serai tranquille. Donc là, il y a beaucoup de discussions autour de ça. Et le sujet, donc ça, c'est plutôt sur les stratégies de sourcing, et le même sur les sondes de détection. Donc il faut mettre aux interfaces entre SIV et le monde, entre chaque SIV et le monde extérieur. Et là, pareil, la liste des sondes et du coup les modalités tarifaires n'est pas encore officialisée. Donc beaucoup de sujets sur ça qui amènent un léger flou sur à quoi ça va ressembler la cible demain, même si la tendance aussi, on a un certain nombre constaté un certain nombre d'opérateurs d'importance vitale qui souhaitent, qui se posent sérieusement la question de se dire pourquoi pas le faire moi-même en interne. C'est une réalité. Autre sujet, c'est le cloisonnement et le filtrage. Donc les règles sont simples. Finalement, on se dit un SI d'importance vitale, ça ne sert à rien qu'il soit surexposé. Donc on réduit les flux en termes de routage et en termes de services qui sont exposés. Donc bon, sur papier, c'est simple. Par contre, la question, c'est qu'est-ce qu'on met dans ce SI d'importance vitale. Et finalement, on pense les métiers vont savoir nous dire rapidement c'est telle application et c'est telle autre. Très bien. L'application, sur quoi elle s'appuie en termes de serveur. Ensuite, sur quel service elle va s'appuyer. Et rapidement, on va tirer la pelote et finalement, on se rend compte que potentiellement, il y a peut-être tout le système d'information. Donc beaucoup de réflexions sur ces sujets-là aussi, pour justement savoir où est-ce qu'on positionne le curseur en termes de largeur de périmètre. Également sur le SI d'administration, donc là tout le monde y va, certains y étaient déjà, et par contre il y a quelques détails qui vont peut-être complexifier les choses, à savoir pour être intégralement conforme aux règles évoquées par la loi de programmation militaire. Des fois, on peut se retrouver face à des solutions du marché qui ne savent pas implémenter intégralement ce qu'il faudrait, l'outil tel qu'on l'imaginerait idéalement. Les questions qui se posent, pour être un tout petit peu plus précis, c'est comment je sépare logiquement mon poste d'administration très durci et mon poste bureautique utilisé par l'administrateur. Finalement, on peut le faire simplement en ayant 2 PC, mais ça peut râler un petit peu. Et donc, dès qu'on passe sur du logique, comment on fait pour garantir ce cloisonnement logique ? Les idées sont claires, les principes sont clairs, les solutions du marché peuvent avoir certains détails qui complexifient la facilité d'implémentation. Et puis, il y a tout le sujet des outils d'administration aussi. On a des outils de ticketing, on a des processus très industrialisés chez certains de ces opérateurs d'importance vitale. Est-ce qu'on va tout dupliquer ? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les mêmes ? Ou alors est-ce qu'on les met tous dans la bulle SI d'administration ? Mais à ce moment-là, comment ils font pour être accédés par des postes d'administration non estampillés loi de programmation militaire si on a décidé de les séparer ? Enfin, beaucoup de questions. Et vu que derrière, je vous parle de tout ça puisqu'il y a la question des coûts, vu que derrière ça peut facilement faire bouger la facture, les questions continuent de se poser. Et finalement, sur tout ça, l'enjeu, si on remet les choses dans la perspective en termes de planning, c'est de le défricher le plus vite possible pour avoir les budgets dans les années qui viennent. Et donc si on tarde trop à finaliser le macro-budget, le risque pour chaque OIV, c'est de ne pas avoir le budget qu'il faut in fine et d'avoir le projet de mise en conformité qui stagne puisqu'il n'a pas su sanctuariser tout ce qu'il fallait. Tout ça pour dire que les budgets que je vais vous évoquer dans le slide juste d'après, puisque c'est le sujet de la présentation, correspondent finalement à des budgets initiaux. Première chose, avant optimisation, parce que justement on est en train d'affiner tout ce qui va être je vais mutualiser telle brique mais pas telle autre, etc. Et puis finalement avant aussi dilution de tous ces chantiers dans des chantiers qui étaient déjà prévus.
Et donc finalement, on se retrouve avec une estimation du coût de chaque programme LPM qui est globalement importante au début. Je verrai après, mais je préfère vous expliquer avant d'afficher les chiffres. Globalement importante au début, et justement parce qu'il a fallu se dire au cas où, voilà tout ce qu'il me faudra. Et ensuite, on rentre dans une phase d'optimisation, on va dire, ok, bon, ça existait déjà, ça aussi, ça, on va l'étaler un peu plus sur longtemps, et du coup, ça réduit. Globalement, entre les chiffres que je vous affiche ici, et donc ce sont les seuls qui sont dédiés à LPM, et la réalité qu'on est en train de constater, on peut faire un divisé par deux. Voilà. Donc, les précautions d'usage sont évoquées. Désormais, les prix, donc sur les secteurs, sur la base d'environ une grosse dizaine d'opérateurs d'importance vitale, grands comptes, on se situe entre 5 millions et jusqu'à 45 millions d'euros sur les programmes de mise en conformité, loi de programmation militaire, avec toutes les précautions d'usage que je viens de vous évoquer. Et donc pour refaire effectivement le cycle de vie du budget LPM, finalement c'est budgets initiaux très importants, des budgets qui sont réajustés parce qu'on clarifie les règles, parce qu'on clarifie les principes d'optimisation, et aussi, puisque ça remonte au fur et à mesure auprès de la direction, et du coup, au fur et à mesure qu'il faut justifier, ça peut entraîner des baisses aussi, évidemment, et globalement, c'est un facteur 2. Ensuite, ce qui est intéressant de noter, c'est les deux postures qui sont clairement... qui ne s'opposent pas, elles cohabitent vraiment, c'est cette posture de conformité. Finalement, qu'est-ce qui se passe si j'applique strictement les règles? Et ensuite, c'est très bien, mais qu'est-ce que je fais en termes d'optimisation pour que ça bénéficie plus largement à l'amélioration du niveau global de sécurité de mon SI au sens large? Et c'est là que ça va permettre d'aller récupérer aussi des budgets qui étaient déjà prévus, et du coup en rajoutant un tout petit peu, voire même parfois rien, on arrive quand même à lancer le chantier parce que c'était déjà finalement déjà prévu. C'est vrai sur le SOC. Est-ce que j'avais déjà un SOC? Je le mets conforme PDIS et il couvrira en plus mes SIV sur des scénarios un peu plus précis. Par exemple, c'est vrai sur mon SI d'administration, etc. Et globalement, c'est effectivement un budget qui, une fois qu'il sera mature, sera dilué sur les équipes DSI, sur les équipes direction générale éventuellement, etc. C'est pour ça que ce que je vous évoque ici, c'est les budgets initiaux. C'est beaucoup plus difficile avec le temps qui passe d'avoir une vision sur les budgets actuels puisqu'ils sont rééclatés déjà sur les autres lignes déjà existantes. Globalement, ce qu'on voulait vous partager aussi, c'était ça. Les chantiers clés, de manière qualitative, on a dû forcément moyenner par rapport aux différents secteurs, mais notamment sur un contexte plutôt bureautique. On oublie les SI industriels pour ce focus-là. Ce qui va occuper les gens, les budgets, c'est principalement le déménagement des applications, parce que des fois, c'est plus facile de déménager pour garantir le cloisonnement et l'isolement. Donc tout ce qui est déménagement, et dans ces 30%-là, on inclut aussi toutes les nouvelles recettes, l'achat de matériel, etc. Et ça prend du temps, ça prend des ressources matérielles. Le cloisonnement des applications en tant que tel, la construction du SI d'administration, la tendance est plutôt de se dire j'ai envie d'avoir un SI d'administration qui va couvrir tout mon système d'information, mais je vais déjà commencer par mes SIIV. Donc pour vous partager leur retour d'expérience, c'est globalement ça qui est constaté. Pour y aller petit à petit. La détection, réaction, gouvernance, le pilotage du programme en tant que tel, et puis tout ce qui est le formalisme lié à l'homologation. Finalement, on a des rencontres qui ont déjà l'habitude de faire des analyses de risque. Ils vont juste rajouter un formalisme spécifique sur ce qui est demandé, rajouter systématiquement l'audit fait par un PASI. Mais c'est on va dire, l'analyse de risque de luxe, mais c'était déjà assez mature sur ces sujets-là. Voilà globalement. Pour conclure, ce que nous on retient sur une mise en conformité efficace, premier point, évidemment, c'est dresser la liste des SI d'importance vitale. Ça, on l'a déjà évoqué, et c'est globalement derrière nous, modulo les arrêtés qui ont été, l'arrêté qui a été publié plus récemment. Et donc ce chiffre de 3% qu'on voulait partager avec vous. Ensuite, il faut recenser les écarts, dessiner les premières cibles,
pas grand-chose de fou dans ce que je vous dis, mais l'important finalement c'est de le faire vite pour sanctuariser le fameux macro-budget que je vous évoquais. Il ne faut pas attendre la stabilisation de la liste des SI d'importance vitale, puisque ce qu'on constate, c'est qu'elle met un certain temps à se stabiliser au début. Le temps qu'on valide avec les métiers, qu'on réajuste, etc., qu'on se rende compte que telles applications, finalement, 2 applications peuvent constituer un même SI d'importance vitale, puisqu'elles portent le même processus, etc. C'est important de le faire à ce moment-là. Ne pas traiter règle par règle aussi, puisque bien vouloir traiter la règle X et à l'opposé parfois de la règle Y, donc il faut vraiment se forcer à avoir cette vision d'ensemble, notamment sur tout ce qui est cloisonnement, gestion des identités, SI d'administration, il faut vraiment voir tout ça comme un tout. J'accélère pour ne pas voler du temps à mes successeurs. Globalement, ce qu'on retient, et on est vraiment dans cette phase-là chez la plupart des OIV, c'est favoriser la pratique à la théorie. Donc en fait, il y a beaucoup de sujets à adresser, il faut donner vite du concret pour identifier les points qui bloquent, pour identifier ce qui marche bien, et pour en profiter pour mettre à jour le corpus documentaire en temps réel, etc. Donc c'est des audits à blanc, donc pas les audits obligatoires d'homologation, mais vraiment des audits pour récupérer des données terrain pour faciliter l'analyse d'écart. Des homologations sur des SIV pilotes, on va peut-être passer 80% de l'énergie sur un SIV, mais ça veut dire que les autres, on va les dérouler beaucoup plus facilement par la suite et mettre en œuvre toutes ces mesures. Paralléliser les chantiers, évidemment, et ensuite tirer parti de la complémentarité des équipes. C'est vrai que ça fait peur au début d'avoir beaucoup d'interlocuteurs qui sont intéressés par le sujet, de voir ces interlocuteurs nouveaux arriver à chaque atelier qu'on va faire et reposer globalement les mêmes questions et remettre en cause les mêmes choses, mais finalement tout le monde est là pour faciliter la mise en conformité, vu qu'il faut y aller, et c'est surtout, il faut vraiment surtout le voir comme l'occasion justement d'aller mobiliser des acteurs qui parfois pouvaient être inaccessibles jusqu'à présent, et donc justement aller fiabiliser les budgets également. Ce sera tout pour moi.